Donc, on passe à la session 1, qui est outils et pratiques agroécologiques contribuant à réduire les émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Et donc, nous allons avoir 3 interventions de Jocelyn Ondurand de l'IDEL, de Justine Lamère d'Agrotransfert Ressources et Territoires et aussi travaille pour le RMT Sol et Territoire, et puis enfin Marie-Sophie Petit de la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, avec là aussi un RMT récemment renouvelé. Jocelyn, on vous écoute. Bonjour à tous. Donc, je suis Jocelyn Durand, ingénieur à l'Institut de l'élevage en charge du projet BIF Carbone. Et donc aujourd'hui, mon intervention va porter sur les réductions du méthane entérique, plus particulièrement donc en bovin viande, hein, dans le projet BIF Carbone, sachant que c'était un projet qui couvrait un peu plus, puisque c'était réduire les émissions en général des exploitations bovin viande. Mais là, le focus sera bien sur le méthane entérique. Le projet BIF Carbone, donc, c'est un projet qui était un projet européen dans 4 pays. Je vais vous présenter aujourd'hui le volet français, hein. L'objectif, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre des exploitations bovins viande. Et pour cela, il y a eu à peu près un peu plus de 3500 fermes qui ont été diagnostiquées et pour certaines, des plans carbone réalisés pour pouvoir réduire leurs émissions, avec bien sûr toutes les familles du conseil en élevage qui étaient inclus, donc aussi bien la coopération agricole que Bovin Croissance, donc les coopératives, les chambres d'agriculture, les LVA, etc., etc. L'idée, c'était déjà de pouvoir donc diagnostiquer ces fermes, hein, de pouvoir avoir une idée de combien les exploitations bovins viande émettaient de gaz à effet de serre. Et pour cela, on avait donc un outil, hein, le diagnostic CAP2ER, qui était en fait avec différentes données d'entrée. Donc il y a un niveau simplifié ou un niveau plus complet, entre 35 données d'entrée ou 140 données d'entrée. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir l'empreinte carbone de l'élevage. Et ici, là, je vous montre donc une restitution de ce que l'on peut avoir dans un diagnostic simplifié. D'une première partie, donc, on va avoir une carte d'identité un petit peu de l'élevage, hein, avec le nombre d'animaux, les surfaces, la prairie, la surface fourragère principale, la part de prairie, etc., etc. Une partie sur les intrants consommés, une autre partie donc avec l'azote minéral, les concentrés utilisés, le carburant, une autre partie sur les contributions positives de l'élevage, hein, donc Jean Jouzel l'a abordé via notamment le stockage de carbone, mais aussi la biodiversité, hein, pour lequel d'ailleurs on a une corrélation assez forte, hein, biodiversité et stockage de carbone, on est largement lié aux prairies et aux haies. Et ensuite, donc, on se concentre un peu plus sur les émissions et on essaye de faire bien sûr le lien entre également émissions et indicateurs, donc le lien entre les gaz à effet de serre et les indicateurs techniques, où par exemple là on va se positionner par rapport à une échelle qui est liée aux exploitations comparables, et par exemple notre interage village-village, on va le positionner par rapport à des exploitations comparables. Ici, là, j'ai fait un petit peu un zoom, hein, pour finir sur cette partie introductive sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors le principe, c'était d'une part, Jean Jouzel l'a bien dit, là, l'objectif c'est de l'agriculture, c'est quand même d'abord de nourrir le monde. Donc nous, notre indicateur que l'on a donné, c'est les kilos d'équivalent CO2. On va exprimer nos empreintes en kilos d'équivalent CO2 par kilo de viande vive produite sur l'élevage. Et finalement, on va avoir donc 3 choses. Une empreinte carbone nette qui va être égale à nos émissions moins notre stockage. Alors les émissions, il y a différentes sources d'émissions, hein, par exemple, là, on peut voir qu'effectivement, le méthane entérique en moyenne sur les fermes engagées en bif carbone, c'était 56 des émissions. C'est pour ça qu'on va se concentrer là-dessus ce matin, en ce qui me concerne. Et là, on peut voir que l'idée, c'était donc de comparer l'empreinte d'un atelier, les émissions pardon, de gaz à effet de serre d'un atelier, donc 14 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande vive en ce qui concerne la fermentation entérique, à une référence qui est des systèmes comparables. Et donc, comme cela, l'éleveur peut se positionner et voir, bah, tiens, si jamais je suis 30% supérieur à la référence, peut-être que j'ai un petit problème sur mon méthane entérique, alors que ce soit les animaux, ma ration, etc. On va y venir après. Et de faire la même chose avec le stockage carbone via principalement les prairies permanentes et les linéaires de haies.
Ce que je voulais également montrer, c'était que là, on a, 600 élevages en système naisseur, donc qui sont répartis, en fonction de leurs émissions, hein, qui vont, de 9 à 28 kilogrammes d'équivalent CO2 par kilo de viande vive ce que je voulais vraiment mettre en exergue dans cette diapo, c'est de montrer la très forte variabilité des émissions de gaz à effet de serre des élevages au sein d'un même système et cette variabilité, en fait, elle illustre une variabilité technique très importante et elle illustre aussi donc du coup des marges d'amélioration qui sont existantes sur les élevages. Donc quand on dit, nous l'objectif que l'on s'était fixé, c'était -15% à horizon, 2025, on voit qu'on a aussi des objectifs bien sûr 2030, une neutralité carbone en 2050. Il y a un vrai potentiel en tout cas d'amélioration qui est lié à ce marge d'amélioration technique. Et donc après, effectivement, les principaux leviers en termes de les principaux leviers en termes de réduction du méthane entérique, on va avoir le nombre d'animaux, bien entendu, hein. On va avoir leur ration, mais surtout le nombre d'animaux en premier, je dirais. Ensuite, on va avoir leur ingestion et leur poids, et ensuite on va avoir la ration. Alors nous, les leviers sur lesquels on a le plus travaillé, dans le cadre de Bif Carbone, c'était les leviers justement nombre d'animaux, mais je vais aussi parler des autres. Au niveau du nombre d'animaux, donc c'était bien des leviers de gestion du troupeau, hein. On a essayé de voir comment optimiser la viande que l'on sortait par rapport au nombre d'animaux présents. Et donc, on a listé, là j'ai listé les principaux leviers, hein, qui vont être, par exemple, de diminuer l'intervalle entre deux vélages, donc qui sont bien sûr un levier qui est utilisable si jamais on a du naissage sur notre ferme. Et donc là, on a mis des hypothèses de simulation, par exemple un passage de 390 jours d'intervalle vélage-vélage à 375 jours, et ben ça réduit de moins 2,2% nos émissions avec un effet positif sur l'économie de nos élevages. On a essayé de faire ça sur tous ces différents leviers. Donc, on a également réduire le délai entre le dernier vélage et l'abattage. Alors ça, c'était quelque chose qui était beaucoup moins sur les radars des éleveurs, et on s'est rendu compte que c'était quand même un levier très important. C'est-à-dire que si on laisse traîner nos vaches sur l'exploitation entre le dernier vélage et l'abattage, c'est-à-dire des phases d'engraissement qui sont très longues, et bien là, on va avoir des vaches qui vont émettre du méthane tous les jours, hein, tout le long de leur temps de présence, et forcément sans production de viande particulièrement plus importante, donc un impact assez important, moins 7% lorsqu'on passe de 340 à 280 jours, et également un effet positif sur l'économie de l'exploitation. En général, on est sur des effets assez gagnant-gagnant, hein, sur ces effets, disons, efficience du troupeau, sur ces leviers efficience du troupeau, donc c'est quelque chose de aussi positif pour les éleveurs. Augmenter le taux de finition, santé et croissance des jeunes animaux, ça c'est des leviers qui sont aussi gagnant-gagnant au niveau du bien-être animal. Forcément, si on limite la mortalité des animaux, eh bien, on va avoir encore une fois des animaux qui vont être productifs, hein, donc du coup qui vont produire des kilos de viande, il faut vraiment éviter des mortalités et essayer de réduire au maximum la mortalité. Et la réduction de l'âge au premier vélage, où là, si on vole plus tôt, on aura une phase, disons, improductive, hein, de nos génisses qui sera plus faible. C'est-à-dire que très clairement, si on a un vélage au bout de 2 ans, en comparativement d'un vélage au bout de 3 ans, on aura moins d'animaux présents sur l'exploitation, alors qu'à la fin, on aura le même nombre de veaux. Donc ces leviers, on a essayé de les détailler sous forme de fiches, hein, où là, par exemple, c'est réduire et maintenir un bon atterrage vélage-vélage. Et l'idée dans ces fiches-là, c'était de pouvoir détailler l'intérêt pour l'éleveur, les conditions à réunir, les impacts aussi bien sur les gaz à effet de serre que sur l'économie, et également d'avoir un tableau de bord technique un peu pour situer l'éleveur et son conseiller, hein, bien sûr, puisque c'est vraiment le vecteur pour bouger ses empreintes carbone, et un témoignage à chaque fois d'un éleveur sur le levier considéré. Donc là,
on a baissé l'âge au premier vélage, par exemple, hein, alors différents cas de figure. Si on baisse notre âge au premier vélage, est-ce qu'on vise du 24 mois, est-ce qu'on vise du 30 mois? L'idée, c'était de pouvoir évaluer ces différentes pratiques et également de pouvoir mettre en avant, par exemple, des situations qui sont aussi gagnant-gagnant en termes d'atténuation d'une part, mais aussi d'adaptation. Donc là, on voit que si on baisse nos nombres d'animaux, notre nombre d'UGB en réduisant l'âge au point vélage, en maintenant notre production, eh bien finalement, on va sécuriser également notre système fourrager. Donc on essaye de mettre voilà, tout ça en avant et toujours de mettre des témoignages d'éleveurs pour bien le mettre en avant aussi. Et globalement, ce que je voudrais rajouter également, c'était que là, on a fait une grosse campagne de sondage, là, de questionnaire là, ces derniers mois. On se rend compte que pour les éleveurs, c'était quand même quelque chose qui était très important. Ils veulent être acteurs aussi de cette atténuation des émissions du secteur, même si, bon, c'est pas quelque chose du tout qu'on met en avant, mais je voulais le rappeler par rapport aux questions qui avaient été par ailleurs. C'est vrai que le réchauffement climatique, bon, il est principalement lié à la consommation d'énergie fossile là depuis 150 ans. C'est vrai qu'au niveau du méthane, on est sur un levier important de réduction, mais on n'est pas sur les mêmes fourchettes d'augmentation que l'on a pu avoir par rapport à nos consommations d'énergie fossile, hein. Donc il faut aussi l'avoir en tête. Cela dit, c'est un levier important et deux, qui est rapidement, dont l'action sera rapidement quantifiable. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment engagé et toute la filière est fortement engagée. Alors les leviers donc du coup qui pouvaient être également demain, donc c'était les leviers rations, aussi bien en termes d'émissions de la ration en facteur d'émission, mais aussi en règle générale, voilà, plus on a d'amidon dans la ration, moins on va avoir de fermentation entérique puisque on n'est plus sur la valorisation de cellulose, les lipides via le lin, la luzerne, les fourrages riches en tanins. On a également des additifs, peut-être demain, je ne sais pas leur acceptabilité sociétale, mais avec le trinop, le moutral, qui sont des inhibiteurs de fermentation entérique, hein, qu'on n'a pas testé dans le cadre du projet, et également la sélection génétique, peut-être demain pour atteindre une neutralité climatique, une neutralité carbone, eh bien pouvoir avoir un travail sur les index qu'ont déjà eu l'Irlande, hein, par exemple, hein, via essayer d'avoir une plus grande précocité des troupeaux. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises à profit pour obtenir une neutralité climatique et aller encore plus loin que ces leviers d'amélioration de troupeaux, disons. Donc merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de questions, mais une qui est un peu transversale, c'est comment on met cette réflexion sur les gaz à effet de serre ramenés en fait au kilo de poids vif produit, qui conduit quand même dans beaucoup des leviers que tu as présentés à une forme d'intensification. Comment c'est mis en regard d'autres questions et notamment de la problématique du bien-être animal? Est-ce que c'est un élément qui, dans la discussion du projet, est entré en ligne de compte? Oui, tout à fait. Donc déjà, en fait, on se rend compte que, nous, on prône pas du tout l'intensification, hein. On a d'autres indicateurs qui sont aussi par hectare et finalement, on se rend compte, juste pour être clair, hein, qu'on n'a pas du tout ce qu'on peut avoir, par exemple, dans les systèmes volailles, où on montre que, la production de volailles en cycle le plus court possible induit des émissions, de gaz à effet de serre plus faibles. Nous, les systèmes bio, ils sortent, un petit peu mieux en émissions, nettes, en empreinte nette que les systèmes, conventionnels, quoi. Donc déjà, on n'a pas forcément, cette partie-là parce que ce que je n'ai pas montré ici, là, je me suis concentré sur le méthane. Donc effectivement, le méthane, pour le réduire, effectivement, un des leviers, c'est l'efficience troupeau. Mais si jamais, j'agrandis, si jamais à toutes les émissions, bah là, on va voir les leviers qui vont être prairies. Donc un, la conservation des prairies, deux, l'implantation de nouvelles prairies et trois, l'implantation de haies également, qui sont vraiment des leviers majeurs en termes de stockage carbone. Et donc là, effectivement, nous, notre mot d'ordre, ce n'était absolument pas de prôner l'intensification des systèmes. Ah non, mais sans être, enfin, on ne prône pas en fait, on ne fait pas d'hypothèse a priori, c'est juste un calcul, mais c'était une question qui était En posée. tout cas, ouais, en tout cas, ce n'est pas les systèmes les plus intensifs qui sortent le mieux, pardon, pour être plus clair. D'accord. Donc, Merci. je vais passer la parole à Justine Lamère de Agrotransfert Ressources et Territoires et du RMT Sol et Territoire, qui va nous présenter le dispositif ABC Terre, donc une démarche et un outil de calcul pour l'atténuation des émissions de gestes des sols cultivés
à l'échelle de tout un territoire. Justine, on vous écoute. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Justine Hammer, je suis ingénieure d'études à AgroTransfert. Nous sommes une association de recherche et développement qui menons des projets d'innovation au service du monde agricole. Nous sommes basés dans les Hauts-de-France et je viens vous présenter donc la démarche ABCTR. Donc pourquoi la méthode ABCTR? Donc comme vous le savez, le secteur de l'agriculture contribue à hauteur de 20% aux émissions de gaz à effet de serre en France, mais ce secteur est aussi capable de compenser ces émissions de par le stockage de carbone. Il existe déjà des méthodes qui permettent de quantifier ces émissions et le stockage de carbone, notamment la démarche Climagri, et ABCTR propose d'aller plus loin sur le secteur des grandes cultures. C'est donc une méthode qui va permettre d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone sous l'effet des pratiques agricoles pour les systèmes de culture d'un territoire, et ce, de manière spatialisée. Et l'objectif, c'est aussi d'intégrer cette méthode dans une démarche participative qui va associer les acteurs agricoles du territoire à l'élaboration d'un plan d'action pour améliorer ces bilans, donc à la fois agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Et en cela, la méthode ABCTR est complémentaire avec la méthode Climagri. Donc là où Climagri va s'intéresser à tout le secteur agricole, ABCTR se focalise sur les systèmes de culture d'un territoire, donc la production végétale, en prenant en compte de manière plus fine l'effet des pratiques agricoles. Donc cette méthode est née de 2 projets consécutifs. Un premier projet ABCTR qui a permis d'élaborer un premier prototype de la méthode, et le projet ABCTR 2A qui s'est terminé l'année dernière et qui a permis d'automatiser cette méthode et de la tester à grande échelle sur 4 territoires pilotes. Et donc ces 2 projets ont été labellisés par le RNT Sol et Territoire, et ils ont été financés par l'ADEME, le FEDER, la région Hauts-de-France, et ils ont rassemblé tout un ensemble de partenaires scientifiques et techniques, dont l'INRA, les chambres d'agriculture, le LDR, Unilassal, ainsi que AgroParisTech. Sans plus attendre, voici les 5 étapes de la méthode ABCTR. Donc les 3 premières étapes vont être dédiées à la génération des données d'entrée. Ce qu'on cherche à faire, c'est à caractériser les systèmes agricoles du territoire. Donc en fait, on va considérer dans cette méthode que le territoire est constitué d'un ensemble de combinaisons de rotation de culture, type de sol tenant en carbone et pratiques culturales. Et on va donc réaliser le bilan des variations de stock de carbone et le bilan gaz à effet de serre sur chacune de nos combinaisons et les agréger à l'échelle du territoire pour obtenir les résultats à cette échelle. Donc vous voyez sur ce schéma des informations complémentaires par rapport au schéma précédent, et notamment les outils, méthodes et données qui sont mobilisés à chaque étape. Donc dans la première étape, on va reconstituer les rotations et types de sol du territoire en mobilisant notamment les données du registre parcellographique et du référentiel régional pédologique au 1/250 millième, et ce dans l'outil RPG Explorer, qui est donc porté par AgroParisTech. Ensuite, on va associer dans la deuxième étape des teneurs en carbone au type de sol. Donc, c'est une méthode d'affectation qui a été développée pour la méthode ABCTR, où on mobilise les données de la base de données des analyses de terre, donc la BDAT, qui est portée donc par l'unité Infosol de l'INRA. Et dans la troisième étape, on y associe des pratiques culturelles, avec des règles de décision adaptées à la méthode ABCTR, où on mobilise principalement l'expertise locale, ainsi que des bases de données, s'il y en a de disponibles. Pour ce qui est de la réalisation des calculs, les variations du stock de carbone donc, sont calculées avec l'outil Simeos AMG, qui est directement intégré dans l'outil de calcul ABCTR et qui se base lui-même sur le modèle AMG, donc développé par l'INRA depuis plus de 20 ans. Et le bilan de gaz à effet de serre est propre donc à la méthode ABCTR et repose sur des recommandations du GIEC et des facteurs d'émission, notamment d'Agribalise. Voilà, donc je vais vous présenter un peu plus en détail ce bilan de gaz à effet de serre. Donc ici, on cherche à faire l'inventaire des émissions liées à la production végétale. Parce que je le rappelle, on est sur un périmètre de système des cultures. Donc, on va s'intéresser aux émissions qui vont avoir lieu au champ ainsi qu'en amont, donc en lien avec la production des intrants. Et donc, ce que vous voyez en bleu, c'est le détail des émissions qu'on va appeler les émissions brutes. Donc, dedans, on va retrouver les émissions liées à la dénitrification, donc principalement sous forme de N2O. Ensuite, on va avoir également les émissions liées à l'usage du matériel agricole, donc les émissions liées à la combustion du carburant au champ et à la production du matériel, ainsi qu'un dernier poste, les émissions liées à la production des intrants à destination des cultures, donc les engrais minéraux, les amendements et les semences. Et on va quantifier par ailleurs
les émissions qui peuvent être compensées par le stockage de carbone, ainsi qu'induites par le déstockage de carbone dans les sols cultivés. Et donc, de fait, comme on est sur un périmètre de système de culture, on ne prend pas en compte les émissions liées à l'élevage, ni les émissions liées à la récolte au-delà de la sortie champ, c'est-à-dire les émissions liées au transport jusqu'au lieu de stockage, ainsi qu'à la transformation de la production. Donc, je vous propose de vous présenter quelques résultats d'un des territoires pilotes du projet ABCTR2A. Donc, il s'agit du territoire du Ternois, dans les Hauts-de-France, dont le déploiement de la démarche a été piloté par la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais et qui a mobilisé donc la collectivité du Pays du Ternois et le GEDA du Ternois. Donc, la première phase de la démarche participative va consister à établir le diagnostic initial du territoire. On va notamment pouvoir obtenir ce type de cartographie qui vont recenser les émissions de gaz à effet de serre brutes des systèmes de culture du territoire. Et on voit ici l'intérêt de spatialiser ces émissions, puisque, en effet, en fonction de là où on se trouve sur les territoires, les émissions ne vont pas être les mêmes, notamment en lien avec des systèmes de production qui vont différer en fonction de la zone où on se situe. Et de la même façon, on va pouvoir établir ces bilans pour les émissions liées aux variations de stock de carbone, donc pour les émissions qu'on va considérer comme étant compensées lorsqu'il y a stockage de carbone ou induites lorsqu'il y a déstockage de carbone. Donc ici, on voit qu'il y a des zones où il y a stockage de carbone, où les émissions vont être compensées d'une part, et d'autre part des zones où il y a déstockage de carbone, où il va y avoir des émissions induites. Et en moyenne, sur ce territoire, on a un léger déstockage, donc des émissions supplémentaires ajoutées au bilan brut en lien avec ce léger déstockage. On va également pouvoir s'intéresser aux contributions des différentes catégories d'émissions. Donc, vous voyez sur ce graphique que 50% des émissions sont liées à la production des intrants et 30% sont liées aux émissions directes de la dénitrification. Donc, c'est une répartition qu'on a pu retrouver dans les mêmes tendances sur d'autres territoires, sur les autres territoires pilotes. Et enfin, sur ce diagnostic initial, on va également pouvoir additionner ces deux bilans. Donc, c'est important de pouvoir les analyser séparément, mais ce bilan net, donc, qui cumule les émissions brutes et les émissions liées aux variations de stock de carbone, nous permettent de voir donc que par rapport au bilan brut, on a des émissions complémentaires qui vont finalement augmenter légèrement le bilan des émissions nettes. Donc, une fois ce premier diagnostic posé, il va être présenté aux acteurs agricoles mobilisés sur le territoire pour voir avec eux de quelle façon on peut améliorer ces bilans et construire avec eux ce qu'on appelle dans la démarche les scénarios alternatifs pour établir le fameux plan d'action. Donc, notamment sur ce territoire, c'est un GI2E qui a été mobilisé et c'est un GI2E qui travaille sur la réduction des intrants et qui a proposé notamment plusieurs scénarios, dont un qui visait à cumuler à la fois des pratiques d'optimisation de couverts d'interculture et des pratiques de réduction de la fertilisation minérale. Et donc, ce qu'on a pu voir en scénarisant donc, ces changements de pratique avec la méthode ABCTR, c'est qu'elle pouvait apporter à la fois du stockage additionnel, donc par rapport au diagnostic initial, ce qui permet de compenser des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est ici à plus de 7000 tonnes équivalent CO2 par an compensées par rapport au diagnostic initial. Et on va également jouer, de par la réduction de la fertilisation minérale, sur le bilan des émissions brutes. On va ici donc réduire de presque 4000 tonnes d'équivalent CO2 par an par rapport au diagnostic initial ces émissions brutes, ce qui nous amène à une réduction nette de plus de 11 000 tonnes d'équivalent CO2 par an, donc toujours par rapport au diagnostic initial. Et ces résultats sont intéressants puisqu'en fait, on voit qu'ici, rien qu'en suivant la trajectoire des agriculteurs, on peut déjà atteindre des résultats intéressants, et ce qui permet de montrer qu'on a quand même un potentiel pour aller plus loin. Donc, je m'arrête ici sur les résultats. Je vais conclure en vous disant que donc, cette méthode ABCTR est désormais disponible pour être mise en œuvre dès à présent sur de nouveaux territoires, donc suite au projet ABCTR2A. On prévoit prochainement des formations pour les utilisateurs de la méthode. Et c'est une méthode qui, bien sûr, est amenée à évoluer. Donc, c'est un travail qu'on fera avec le partenariat. Et il y aura aussi un réseau d'experts qui sera animé autour de cette méthode. Vous pourrez retrouver toutes ces informations et plus de détails sur l'espace web dédié à la méthode ABCTR. Donc, vous voyez le lien ici sur la diapo, ainsi qu'un webinaire du 2 décembre qui était dédié à la méthode,
et qui vous redétaillera tout cela. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, ainsi que tous les partenaires des 2 projets ABCTER et ABCTER2A d'avoir permis la naissance de cette méthode. Et donc, je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées, évidemment, comme vous en doutez. Alors, elles sont un peu mélangées. Je vais prendre celle de Xavier Rebout. Les cartes de l'exemple du Ternois suggèrent que le choix de la ferme pèse moins que sa situation dans le territoire. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que, en gros, l'agriculteur n'est pas responsable de l'endroit où il est installé, quoi? Alors, c'est vrai que dans la méthode ABCTER, on a une approche territoriale et moins exploitation. On va vraiment chercher à représenter la typologie des systèmes de culture. Après, en ce qui concerne la responsabilité de l'agriculteur, je ne sais pas si on peut parler de responsabilité. C'est plutôt que l'agriculteur va finalement être tributaire de l'endroit où il se trouve, notamment de ces types de sols, du référentiel de production, en effet. Donc, si on revient à l'échelle individuelle, la question se pose différemment. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment sur une approche et une dynamique territoriale avec des ateliers de concertation pour bâtir un plan d'action vraiment à cette échelle-là. Mais c'est tout à fait en lien, mais plus indirect avec une échelle d'exploitation. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. Il y avait une question de Philippe Lesquat que j'avais vu passer tout à l'heure et que je ne retrouve pas, mais de mémoire, elle disait on passe beaucoup de temps à recollecter des données. Comment on pourrait, avec ABCTER, faire le lien avec plein d'autres systèmes d'information de façon à éviter les recaptures? Et donc, en gros, ABCTER, comment il est connecté et quelle est l'interopérabilité avec les autres systèmes? À l'heure actuelle, il n'y a pas de lien avec d'autres méthodes. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite faire à l'avenir, notamment pour pouvoir repasser à cette fameuse échelle d'exploitation, pour des questions notamment de marché compensatoire, où on voit que ce sont des sujets émergents et qui permettent de concrétiser finalement ce plan d'action. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite travailler à l'avenir. D'accord. Et ça rejoint la question de Bénédicte Carlotti qui dit quelle complémentarité entre la méthode ABCTER et le projet Label Bas Carbone Grande Culture? Oui, en effet, c'est vrai qu'en termes de périmètre et de façon de calculer, on est assez proche de la méthode Label Bas Carbone Grande Culture qui va sortir donc en premier trimestre. Et on souhaiterait en effet proposer une façon de pouvoir basculer vers ce diagnostic-là à partir d'ABCTER. Mais pour l'instant, voilà, ça reste à l'état de projet et on attend que la méthode soit bientôt disponible pour se mettre en ordre de bataille sur ça. D'accord. Alors, comme on est arrivé au bout de la présentation, merci beaucoup. On pourra reprendre des questions plus générales dans la dernière séquence. Merci. On va passer à la troisième intervention de cette matinée. Donc, c'est Marie-Sophie Petit à qui je passe la parole et que j'invite à partager son écran. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé à partir de différents travaux sur la traque de systèmes de culture intégrant des légumineuses et leur analyse, et qui finalement, à la demande de certains agriculteurs, s'est focalisé aussi sur comment ces systèmes de culture contribuent à l'atténuation du changement climatique par le stockage carbone et la réduction des émissions de N2O. Dans ce cadre-là, en fait, l'origine du projet qui a été fait dans différents cadres, c'est que les légumineuses à graines jouent un rôle majeur dans la production. Toutefois, leur place est relativement réduite dans l'agriculture, avec des surfaces qui sont faibles, des services qui sont encore peu valorisés, trop peu, disent certains, et peu de références sur certaines légumineuses dans certains contextes. Sachant que ces légumineuses produisent des services de biens agricoles, de régulation du climat, de régulation des bioagresseurs et de pollinisation. Et par ailleurs, dans le constat de départ, c'est que des agriculteurs en produisent encore aujourd'hui et en sont satisfaits. Donc, une des questions qui nous a animés, mais c'est pourquoi
et comment produisent-ils ces légumineuses. Finalement, on s'est dit, il doit y avoir des agriculteurs qui sont inventifs dans la manière d'introduire ou de combiner les légumineuses dans leur système de culture. Et on voyait dans ce que faisaient les uns et les autres des choses qui nous intriguaient et qu'on n'avait pas pris le temps d'aller repérer, expliciter, diffuser, d'où l'idée de la démarche de track d'innovation. Donc, l'objectif de ce travail de track d'innovation, pour lequel on s'appuyait notamment sur les avancées méthodologiques du RMT, système de culture innovant, et plus récemment champs et territoires ateliers, et également du réseau IDEAS, c'est de repérer et analyser les innovations techniques, systémiques ou organisationnelles conçues et pilotées par les agriculteurs. Et dans ce contexte précis, c'était intégrant des légumineuses de manière réussie et satisfaisante, puisque le travail d'enquête s'est fait dans le cadre aussi d'un programme PSDR, Pro6, en Bourgogne-Franche-Comté. L'idée, c'était de caractériser les pratiques et la cohérence, de comprendre finalement comment ils faisaient, d'évaluer ses performances agronomiques, économiques, environnementales et sociales, les conditions de réussite, en vue de formaliser et partager ces connaissances sous forme de référence pour l'action. Comment on s'y est pris concrètement? D'abord, il y a eu tout un calage de qu'est-ce qu'on cherche, donc pour définir le cahier des charges. Donc, parmi les questions posées, c'est les agriculteurs qu'on aimerait repérer, sont-ils satisfaits de leur culture de légumineuses en polyculture et en polyculture élevage? Volontairement, on a choisi de ne pas cibler les agriculteurs en agriculture biologique en se disant qu'on le ferait dans un autre cadre. Ensuite, l'étape suivante, c'est de repérer ces agriculteurs qui ont des systèmes ou des techniques innovantes par rapport à l'intégration de ces légumineuses. Avec comme principe de base, c'est qu'un système innovant, c'est d'abord un système qu'on ne connaît pas et sur lequel on aimerait en savoir plus. Ensuite, l'étape suivante, c'est de caractériser ces systèmes innovants. Et pour ça, il y a un travail pour décrire les objectifs et résultats visés par l'agriculteur, ses pratiques, les stratégies de gestion, et puis un travail d'analyse de la cohérence de tout ça par rapport à ce que vise l'agriculteur de son point de vue. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'évaluation des pratiques et pour savoir si le système innovant qu'on aimerait partager, il est performant. Et puis, enfin, c'est préciser les conditions de réussite de ces systèmes et les formaliser également. Donc, dans ce cadre-ci, en fait, on a pu identifier 11 systèmes de culture différents, regroupant différents modes d'insertion des légumineuses, 6 au total, avec des légumineuses sous différentes formes, les prairies temporaires, les métailles, associant céréales et légumineuses, les légumineuses à graines, les couverts d'interculture, les couverts permanents et les plants de compagne. Au total, ce sont 33 occurrences d'insertion de légumineuses repérées et 39 fiches retour d'expérience qui sont en cours de finalisation. Pour illustrer, j'ai choisi de vous présenter l'exemple d'un groupe d'agriculteurs de Lyon qui travaille dans le cadre d'un assolement en commun avec un système basé sur une succession culturale intégrant différents types de légumineuses. Leurs objectifs à eux, c'est d'assurer l'autonomie du système en termes d'alimentation et de protection des cultures. C'est aussi d'assurer la productivité du système et ça se traduit par une marge nette objectivisée de 545 € par hectare et par an et une couverture du sol sur 11 mois de l'année. Donc, on est dans un système de culture type grande culture, donc avec plusieurs exploitations qui sont associées et notamment associées à une exploitation en élevage porcin et volaille. Et c'est important parce que va y avoir un partage de la matière organique issue de ces élevages. On est dans des limonaux argileux et puis en termes de travail du sol, on est sur un semi-direct sous couvert non permanent en agriculture de conservation.
Donc, j'ai remis ici les résultats attendus par l'agriculteur avec ce que je vous ai indiqué. La succession culturelle sur laquelle s'appuie ce système de culture, c'est un couvert d'interculture long, composé de différentes espèces et différentes légumineuses, suivi d'un pois de printemps, d'un colza associé à de la févrole, des repousses de colza qu'on laisse pendant la phase d'interculture avant l'orge d'hiver, à nouveau un couvert d'interculture long, le blé d'hiver, un couvert d'interculture long, une culture de chanvre et un blé d'hiver. En fait, pour illustrer, finalement, j'ai zoomé sur deux types de légumineuses. Le premier, c'est le colza associé à de la févrole. Et finalement, en introduisant cette culture en mélange dans le système, les agriculteurs cherchent à bénéficier de l'apport d'azote par la févrole et également du précédent pois. Ils jouent sur la févrole aussi par rapport à la régulation des bioagresseurs vis-à-vis des insectes, vis-à-vis aussi des maladies, puisque l'association a plutôt tendance à diminuer la pression maladie, la févrole n'étant pas haute d'Aphanomyces. C'est aussi jouer sur l'effet structurant du sol pour la févrole et la restitution de la biomasse. L'autre zoom, c'est par exemple le couvert d'interculture long, où là, avec la mixité de légumineuses, on va jouer sur l'apport d'azote, la couverture du sol pour concurrencer les adventices, l'effet structurant, la restitution de la biomasse au final, ce sera important, on verra notamment par rapport à l'évolution de la matière organique et au stockage carbone, et des couverts qui, derrière, ont pour objectif aussi de limiter des pertes d'azote dans le milieu. En termes de résultats, en fait, ce système-là a été évalué au travers de la chaîne d'évaluation critères MASC, qui sont des outils développés par INRAE. Si je zoome sur l'évaluation de ce système, on a regardé notamment au travers de l'indicateur IN2O de l'INRA de Colmar la capacité d'émission de gaz de N2O, et on voit que dans ce système-là, c'est plutôt satisfaisant puisqu'on a une note de 8,01 sur 10 et avec une réussite satisfaisante par rapport à ce qu'on voit habituellement. Et puis, différents autres critères. On voit ici que sur le risque lié aux pesticides dans les eaux, c'est plutôt satisfaisant aussi puisqu'on a des notes qui sont de 9 pour les eaux de surface et de 8 pour les eaux profondes. Donc, c'est plutôt intéressant. Je continue par rapport à la question de la teneur en carbone et de l'évolution de la teneur. Donc, pour ça, j'ai utilisé l'outil Simeos AMG en lien et pour répondre à une question de ces agriculteurs qui me demandaient, mais finalement, quel service notre système de culture pourrait rendre à la société. Quand on extrapole ce système de culture dans la continuité qui combine l'intégration de légumineuses à différents niveaux, les apports liés aux effluents d'élevage et une pratique de non-travail du sol, en fait, la teneur en carbone aujourd'hui, elle est 18, elle va progresser avec, à horizon de 10 ans, pour atteindre un taux de 24, ce bonus, ça veut dire qu'il y a 4 tonnes de carbone par hectare qui va être apportée, et cette tendance, elle a tendance à continuer, même si elle est moins importante dans les 10-15 années suivantes. En termes de teneur en matière organique, ça progresse aussi favorablement pour atteindre à horizon 18 ans le taux de teneur en matière organique de 4,6%. Donc ça, c'est les résultats globaux du système qui ont été discutés justement hier matin avec ce groupe d'agriculteurs. Donc finalement, ce système, il n'est pas parfait, mais il présente un certain nombre d'intérêts. Et en termes de durabilité globale évaluée à l'aide de MASC 2.0, c'est plutôt satisfaisant, même s'il y a quelques marges de manœuvre sur lesquelles on a pu discuter. En termes de perspective, et pour avancer sur ce système en particulier, il y a un nouveau cycle de conception en s'appuyant sur des méthodes de conception qu'on a pu développer dans le cadre des RMT et d'IDEAS
avec une ambition ciblée sur le service stockage du carbone, et ça a amené plein de questions, notamment liées au fonctionnement du carbone et de l'azote dans les sols, avec une notion de durée. Donc ça, c'est un premier point. Donc ce chantier vient de s'ouvrir. C'était l'objet de la réunion d'hier après-midi. Après, pour les innovations repérées, un des chantiers, c'est de capitaliser, partager ces fiches retour d'expérience montrant ces différentes légumineuses et leurs modalités d'insertion. C'est aussi communiquer, partager et mettre en discussion ces connaissances dans différents cadres, des groupes de travail en région avec des agriculteurs et ou des partenaires, en les partageant aussi au sein de différents groupes opérationnels du PUI, de portes ouvertes sur le terrain type innovation ou journée technique, et aussi dans le cadre d'enseignement pédagogique. Tout ça en vue d'inspirer les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs partenaires pour accompagner la transformation des systèmes avec des légumineuses réussies et performantes et des services rendus pour atténuer le changement climatique. Merci de votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci. Je vais prendre la question de Thierry Desvaux. Est-ce qu'il est envisageable de favoriser et donc d'étendre tous ces ateliers de co-conception pour favoriser l'évolution ou les évolutions du type de ce que tu as présenté? Tu vas dire, c'est ce que fait le RMT, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment on pourrait généraliser ça, ce que ça impose en fait comme modalité d'accompagnement? Ce que ça impose, c'est déjà que des groupes d'agriculteurs aient envie d'avancer sur ce chantier-là. Et Thierry Desvaux, qui est un des agriculteurs de l'exemple que je viens de vous proposer, pour être complètement transparente, c'est un des challenges qui se sont fixés. Et si d'autres sont prêts à avancer sur ce sujet-là, il y a peut-être à sensibiliser au travers de tout ce qui se passe sur le travail de partage des scénarios de changement climatique. Enfin, je crois que c'est important. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre chose, c'est que je crois qu'il y a un vrai challenge pour former, accompagner les animateurs, les conseillers et l'ensemble des acteurs qui seraient intéressés pour accompagner ces dynamiques-là, parce que c'est pas simple. Quand on a fait l'exercice hier, il y a eu aussi des questions d'agriculteurs qui avaient besoin de connaissances, je dirais, digérées pour bien comprendre comment ça fonctionne dans la durée, parce que tout ça, c'est pas simple. Il y a aussi des choses qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît moins bien, et donc, voilà, il y a une ouverture. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour y répondre en mobilisant différentes techniques et connaissances qu'on a pu développer jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé à la fin de ta présentation, Marie-Sophie, un grand merci. Et donc, on peut avoir une discussion globale avec toi, Justine et Jocelyn. Alors, les questions qui sont posées sur le QR et en général sont très focalisées, mais je vais essayer d'en prendre 3 que je vais vous poser et vous répondez dans le sens que vous voulez. Le premier, il y a quelque chose que je trouve frappant en écoutant vos 3 présentations, et que tout compte fait, vous avez une forme de dépendance à l'outil et de dépendance à la métrique. Par exemple, Marie-Sophie, tu utilises Mask, qui tout compte fait est une forme de déclinaison, c'est un choix en fait qui a été fait. Et donc, comment vous intégrez dans vos démarches cette dépendance à l'outil, cette dépendance à la métrique qui sont constitutives de ce que vous faites? En ce qui concerne Cap2ER, en tout cas, c'est vrai que du coup, la métrique là, qui est toujours l'intensité carbone là, au kilo de viande vive, on essaye d'avoir des indicateurs complémentaires en mettant les émissions à l'hectare ou en ayant des indicateurs complémentaires. Donc ça, par rapport à la métrique, on essaye de la compléter. En ce qui concerne la dépendance à l'outil, on a comparé, c'était un projet européen, donc on a comparé avec tout un tas d'autres outils européens, notamment ceux de Wageningen, Cool Farm Tool, etc., etc. Et donc, du coup, on essaye de calibrer et d'harmoniser les outils. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on voit certains outils, notamment en Espagne, où il y a des différences importantes, quoi.
Et sur le stockage carbone, parce que c'était aussi une question que j'ai vue après, effectivement, on va faire évoluer, c'est des outils, du coup, les outils ils doivent vivre, et c'est vrai que c'est un coût important aussi, enfin voilà, c'est un poste important de faire vivre les outils et de les mettre à jour avec les dernières hypothèses, notamment sur les lipides, par exemple les équations de méthane entérique avec les lipides, ou aussi sur le stockage carbone, où nous, on est un peu haut en termes de prairie permanente, et ça, on en a conscience, et on fait évoluer les outils dans ce sens-là. Merci. Justine, Marie-Sophie, des réactions complémentaires? En fait, moi, ce que ça ce que ça pointe aussi, quand on a présenté ces résultats-là hier, les agriculteurs nous ont posé la question, mais comment ça se passe de manière plus globale, puisque là, on a travaillé à l'échelle de leur système de culture. Après, il y a ce qu'a présenté Justine quand on travaille à l'échelle d'un territoire, mais en fait, tout ça, c'est lié, c'est une partie d'un ensemble. Et une des difficultés, c'est comment arriver à se comprendre ce qui se passe à chacune des échelles. Et donc ça, c'est un des objectifs, mais c'est aussi comment... ça pose aussi des questions de méthode et de temps pour réaliser toutes ces simulations qui permettent d'objectiver les discussions avec des éléments d'estimation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez consommateur prenant et qui peut freiner certaines réflexions, quoi. Donc, ça fait partie des chantiers sur lesquels je crois il faudra qu'on se penche et notamment comment on interagit entre les différentes échelles de travail. Merci. Justine. L'outil il est important pour apporter des éléments objectifs, comme le disait Marie-Sophie, pour apporter du factuel. Ce qu'on a pu remarquer dans les ateliers participatifs, c'est que les agriculteurs mobilisés, ils s'identifiaient beaucoup à la spatialisation des résultats. Donc les cartes, c'était pour eux quelque chose qui leur parlait beaucoup. Mais je suis d'accord que c'est important de bien connaître les limites de son outil et de le faire évoluer pour être le plus proche et pour que les outils puissent être aussi comparables entre eux. Mais l'outil n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen pour aussi animer et aider à la dynamique. Il faut savoir s'en détacher. Oui, merci. En fait, l'outil est souvent un élément de médiation. Deuxième point, c'est, et pour mettre en écho ce que vous avez présenté tous les trois, et puis ce qu'a présenté Jean Jouzel tout à fait à la fin, en fait, avec l'ampleur de la marche, est-ce que vous avez le sentiment que ce sur quoi vous travaillez est à la mesure du défi à atteindre? On parle plutôt dans vos présentations, en fait, de quelques quelques pourcents. 1% est toujours la même taille. Donc quelques pourcents, alors que, en gros, ce que présente Jean Jouzel, c'est vous divisez par 3 ou ça ne va pas le faire, quoi. Et donc, est-ce que quand on fait les grains auxquels on travaille, donc l'enveloppe du système que vous avez pris en compte est pertinent? En ce qui concerne donc les émissions en élevage bovin-viande, donc je pense que déjà je suis assez d'accord sur ce constat-là, que après c'est un peu le principe du colibri là, chacun essaie de faire sa part. Alors dans un premier temps d'optimiser les systèmes, ça permet de réduire ces gaz à effet de serre. Je pense que dans un deuxième temps, si jamais on veut, on ne pourra pas couper par une évolution de système sans doute vers des systèmes moins émetteurs, je sais pas, des systèmes mixtes par exemple ou des choses comme ça. C'est vrai que bon, à titre indicatif, moi j'ai fait mon bilan carbone là, ADEME là en 2019 et en 2020. C'est vrai qu'en 2020, j'ai consommé la même quantité de produits animaux. En 2020, j'ai eu un bilan carbone qui a été réduit de moins 36% de par mes transports, etc. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Jean Jouzel, c'est vraiment notre niveau de vie qu'il faut remettre en cause. Et c'est pas ça sera pas suffisant, mais en tout cas c'est une première marche et elle doit être, c'est le début de l'escalier. Il va falloir continuer à monter l'escalier en bovin viande comme ailleurs, je pense, et donc repenser les systèmes, peut-être également avoir d'autres leviers, intégrer d'autres choses également à la neutralité climatique. On pense à l'albédo, on pense à d'autres choses de ce type-là. Je pense pour avoir une vision plus juste des émissions. Mais déjà, je trouve que c'est un bon premier pas. D'accord. Justine, Marie-Sophie?
En fait, non, ce qu'on fait, c'est sûrement pas suffisant. Toutefois, faut bien démarrer un jour. Et après, un des challenges, c'est aussi que il y a l'enjeu du changement climatique, mais il y en a aussi d'autres des enjeux dans les territoires, dans les exploitations, dans les filières. Et en fait, pour avoir participé à des discussions en région, on nous dit faut travailler que sur le changement climatique, je caricature. En fait, il y a d'autres choses qui animent les agriculteurs ainsi que leurs partenaires parce que il y a toujours des problématiques liées à la gestion de certains bioagresseurs, à la qualité de l'eau. Ça fait partie aussi des enjeux. Et donc, ce que je trouve un peu compliqué, c'est que il faut aussi travailler sur différents enjeux. Alors, des fois, il y a des synergies positives dans ce qui va être imaginé, mis en place sur le terrain. Des fois, c'est pas toujours le cas. Il y a des choix à faire. Donc, ces choix et le consensus agronomique, technique et plus qu'il y a à faire, il faut arriver à l'objectiver au regard de résultats qui aujourd'hui dépassent ce qu'on faisait classiquement dans le domaine des grandes cultures que je connais un peu mieux. La marge brute, c'est plus suffisant pour répondre aux enjeux auxquels on a à faire collectivement. Donc, ces travaux d'évaluation, c'est que le début. Et en tout cas, on voit qu'il y a un challenge dans la manière de le faire, mais aussi dans la manière de le comprendre et de le faire partager. Et donc ça fait partie des pistes aussi sur lesquelles il faut qu'on travaille collectivement. D'accord. Et la question pour Justine. Oui, moi je rajouterais juste par rapport aux deux autres intervenants, c'est qu'il faut prendre le temps nécessaire pour avoir l'adhésion du monde agricole aussi. Prendre le temps de bien communiquer sur les enjeux, sur comment fonctionne aussi l'outil, les méthodes de calcul, et pour que ce ne soit pas pris comme de l'agribashing et que vraiment ils se sentent acteurs de la lutte contre le changement climatique. Et pour faire passer tous ces messages simplement. Donc en effet, c'est une première pierre, mais il faut commencer par là et puis garantir une bonne communication pour que tous les enjeux soient bien compris et acceptés, pour que ça fonctionne derrière. D'accord. Et donc, il nous reste 2 minutes. Je vais prendre j'aime bien la question posée par Pascal Guillermin. En fait, c'est est-ce que selon vous, la somme des innovations incrémentielles, telles que vous avez présentées, et puis en rebondissant sur ce que vient de dire Justine, à savoir éviter, en fait, comment on arrive à obtenir l'adhésion. Je n'aime pas le terme agribashing, mais ça, c'est une vision personnelle, mais en gros, obtenir l'adhésion dans cette histoire-là. Et donc, est-ce que la somme des innovations incrémentielles, telles que vous l'avez, vous semble de nature à produire suffisamment de connaissances et suffisamment d'éléments de changement pour aller vers une innovation plus forte? Ou au contraire, en fait, on restera sur un optimum local, voire on renforcera un optimum local et on empêchera la transformation plus profonde? Moi, je pense que ça va vraiment dépendre du territoire. Il y a des territoires, pour le cas d'ABCTER, on l'a vu sur les 4 territoires pilotes, il y avait par exemple le Ternois qui finalement part avec un léger déstockage. On pourrait dire c'est un peu embêtant, mais déjà de faire l'effort de maintenir le stock, voilà, c'est ça l'objectif à se donner dans un premier temps. Après, il y avait notamment un territoire en Alsace, le PTR Rhin-Vignoble-Grand Ballon. De par les systèmes avec beaucoup de maïs fourrage, on avait un stockage de carbone vraiment énorme. Donc là, on va travailler sur d'autres solutions. Donc, voilà, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle et je pense que ça va dépendre vraiment. Enfin, c'est important vraiment de localiser des solutions. Et c'est aussi l'objectif d'ABCTER, c'est de pouvoir bien caractériser le territoire pour pouvoir avoir des actions spécifiques à celui-ci. Merci. Un complément, Marie-Sophie ou Jocelyn? Moi, je pense que effectivement, il y a certaines innovations que l'on peut mettre bout à bout pour obtenir des objectifs plus importants. Bon, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire feu de tout bois là sur cette problématique-là, tout en sans mauvais jeu de mots, mais tout
tout en se comparant également à ce qui se fait ailleurs. Parce que si jamais, là, on voit, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que le plus simple, c'est pas réduire le nombre de ruminants? Effectivement, si jamais c'est pour avoir de la viande importée qui n'a pas les mêmes standards au niveau de gaz à effet de serre, je pense que c'est pas forcément une solution. Juste, je pense qu'on a beaucoup de leviers. Je pense qu'il y a des leviers, disons, d'optimisation de système, et je pense qu'il va falloir aller plus loin également. Mais après, à mon avis, si, il y a quand même l'adhésion des éleveurs, elle est là, et ils nous suivront, les éleveurs, si jamais on leur explique bien et c'est eux qui sont aux premières loges du constat du réchauffement climatique. Donc ça, ils le voient bien quand même au jour le jour. Et finalement, moi, j'étais étonné, donc il y a 5 ans quand j'ai pris le projet, du côté assez volontaire, hein, de leur démarche, et comme quoi ils étaient quand même assez convaincus de la nécessité d'agir. Après, il va falloir essayer de leur faire de l'incitation, alors à travers des crédits carbone, à travers des PSE, à travers ce que l'on veut, mais si jamais il y a un modèle économique qui leur permet d'exercer leur activité, dans ce cadre-là, en réduisant avec une neutralité carbone, ou peut-être que ce ne sera pas la neutralité, mais en tout cas de s'en approcher, je pense que pour moi c'est jouable, quoi, hein. Et on a quand même pas mal de briques maintenant à mettre bout à bout avec les travaux de l'INRA, les travaux des conseils agricoles, et l'optimisation de système, l'évolution de système, et d'aller plus loin en R&D avec d'autres leviers également, quoi. D'accord, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette première session. Un grand merci à tous les trois pour vos présentations.